Salut les amoureux du foot et salut les amoureux de la Haute-Loire, bienvenue sur Haute-Loire Football et ce soir une émission visio exceptionnelle pour parler du Puy-Foot, uniquement du Puy-Foot parce que on va faire un bilan à mi-saison en championnat notamment, mais on va revenir également sur le parcours de Coupe de France, on va revenir sur la phase retour, les tops, les flops, mais avec moi, je ne suis pas tout seul, des experts, les experts du Puy-Foot, des journalistes. Donc présentation avec tout d'abord Lucas Jacquet de Journal L'Éveil. Salut Lucas. Salut Will, ça va? Ouais, merci à toi. Et ensuite, Thibaut Auclair du journal Le Progrès. Salut Thibaut. Oui, salut. En tout cas, merci d'être avec moi, les gars. Donc, ce soir, on va partir sur le premier thème, bilan à mi-saison. Donc, le Puy-Foot occupe la 16e place à 4 points du premier rang relégable. Thibaut, je commence par toi. Es-tu satisfait de cette première partie de saison du Puy en championnat? Forcément déçu. Quand même, on pouvait s'attendre à mieux en termes de points. Après, sur le terrain, on a quand même vu des belles choses, mais quand même pas mal de déceptions après le mercato qu'on a fait, surtout 3 ans après l'année qu'on avait vécue, qui avait été très compliquée. On s'était dit, cette fois, ça va être différent. Le club avait pris des mesures très vite enfin des choix difficiles même, hein, avec des départs compliqués. C'était armé pour mieux que ça. Donc moi, personnellement, je m'attendais à un milieu de tableau, quoi, à la trêve. Je pensais que le Pied avait une grosse équipe pour le national. D'accord. Et toi, Thibaut Lucas, pardon. Moi, si tu m'avais dit, un peu comme Thibaut en début de saison, que le Puy serait avant-dernier, avant d'entamer la phase retour, j'aurais trouvé ça vraiment décevant. Après, il y a le fait que, comme on a vu les matchs et un peu certains scénarios, ça permet d'atténuer. Et tu te dis que tout reste possible d'un point de vue comptable. Dans les quelques semaines à venir, tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais je pense que au début de saison, si on nous avait dit que le Puy serait avant-dernier, avant d'entamer la phase retour, on aurait tous dit que c'était décevant, que c'était pas la place du Puy Foot. Alors, je vais aussi évoquer, j'en ai pas parlé en amont, mais on va faire aussi un retour des internautes, des supporters du Puy qui m'ont renvoyé leur réponse suite au formulaire que j'ai mis en ligne lundi sur la page Haute-Loire Football. Et comme vous, ils sont quand même assez déçus finalement de ce classement actuel. Mais ils sont déçus, mais surtout, en fait, ils sont déçus du fait que je trouve, moi aussi, c'est que le Puy a fait des bons matchs, a fait des très bons matchs, mais qu'à un moment donné, ils ont concédé un but en toute fin de match ou ils ont pris des cartons qui ont fait que ça a basculé, ça fait basculer le résultat. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette analyse au final? Ouais, c'est ce qui est le plus rageant, je pense, surtout pour le club. C'est pour les joueurs, pour le staff, c'est justement ce sentiment d'être pas loin, d'être dans le vrai. C'est ce que dit Roland à chaque fois. Ils sont dans le vrai sur beaucoup de contenu. Et à chaque fois, ça bascule. Donc, il y a eu des rouges, il y a eu des buts en fin de match, que ce soit dans le jeu ou sur des pénaux litigieux. Enfin, on a l'impression quand même que sur beaucoup de défaites ou de nuls, le Puy méritait mieux. Donc, d'un côté, c'est ce qui fait que c'est encourageant pour la deuxième partie de saison, mais c'est ce qui fait que c'est très rageant pour tout le monde, quoi. Surtout pour les joueurs et le staff, quoi. Lucas? Ouais, c'est vrai que c'est d'autant plus rageant et c'est un petit peu aussi le problème parce qu'en début de saison, on avait des discours un peu, on va dire, policés où on nous disait ça va s'équilibrer, les faits de jeu vont être au bout d'un moment en notre faveur, mais on voit que pour l'instant ça s'équilibre pas trop. On n'a pas trop en tête une décision. On s'est dit oh, le Puy-Foot a eu un peu de chance sur ce coup-là, ou un bon rebond, que ce soit un fait de jeu ou dans l'arbitrage. On atteint un petit peu là aussi le coup de pouce du destin. Ouais, enfin, c'est vrai, moi, je trouve, moi, comme vous, avoir regardé quasiment la plupart des matchs, hein, j'en ai loupé deux, Le Mans et le dernier, là, chez Leader Concarneau. Je trouve que dans le contenu, ils ont été très bons, mais qu'il manque à chaque fois, je trouve qu'il y a des décisions arbitrales. Cette année, je trouve que le Puy est quand même assez lésé, notamment à domicile. On peut revenir sur un certain nombre de faits de jeu et de matchs. Et je trouve qu'ils sont quand même, ils sont pour le moment pas vernis au niveau des décisions arbitrales qui ont au final beaucoup compté sur les résultats en fin de match. Hein. C'est ce qui. Est-ce que tu te dis, c'est à quoi c'est lié? Est-ce que c'est parce que c'est un promu? Est-ce que c'est un petit qui est entre guillemets pas respecté? Alors pourtant, c'est quand même tous des joueurs qui sont connus des arbitres. Mhm. Comme disait Roland la dernière fois, ils n'ont pas des mauvaises têtes, ils font pas des.
il cherche pas le truc, quoi. Le dernier match contre Nancy, la faute de Rivera, c'est pas un attentat, c'est de Guillaume, j'en parle pas. Ouais. Donc, il y a un sentiment des fois, il y a l'impression qu'ils sont lassés, quoi, de ça. Parce que franchement, comme il disait, après, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus parce que c'est même pas des erreurs à gommer, quoi. Là, ils en sont à un point où franchement, c'est ça qui est le côté inquiétant, c'est que là, tu te dis, bah, on voit pas ce qu'il faut changer, quoi. Ouais, Lucas, tu partages aussi cet avis-là sur l'arbitrage qui est quand même assez sévère depuis le début de saison et qui a coûté, pour moi, qui a coûté énormément, pas mal de points quand même, hein. Ah oui, ben, c'est certain et on a eu le parfait exemple contre Nancy. Après oui, je pense que le Puy est considéré comme un petit poussé. On a vu l'anecdote le jour, je sais plus contre qui c'était, où le but était pas droit, les lignes étaient mal tracées. L'arbitre qui dit: «On se croirait, dans un Ah oui, club de N3 ici». Donc je pense que ça joue pas en leur faveur et puis au final, c'est un cercle vicieux. Heu, Parce que est-ce que le Puy maintenant n'a pas cette étiquette d'équipe qui prend des cartons rouges alors que c'est pas mérité aussi? Je sais pas, mais en tout cas, on a vu sur les 2 derniers matchs de Coupe de France, c'est arbitré par des arbitres de gros calibre, que ce soit mhm. monsieur Turpin ou monsieur Brizard. Il y a pas eu un carton dans le match, hein. Dans les 2 matchs, que ce soit Nice ou Vierzon, il y a pas eu un seul carton de sortie. Donc, ça donne d'autant plus raison au club, quand il met en avant ce genre de soucis. Ouais, et puis au final, ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que le puits n'a pas une grosse marge de sécurité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça bascule pas du bon côté, on voit que ben ils n'ont pas les capacités à pouvoir rebondir dessus. On sent que c'est toujours limite, hein, que ce soit sur un résultat. On va revenir tout à l'heure sur les flops et les tops, où bah, je le dis en amont où l'attaque a été assez mise en avant. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le puits, une fois que ça bascule pas du bon côté, bah, que c'est compliqué d'essayer de redoubler d'efforts pour faire basculer de nouveau de notre côté, non, les gars? Ouais, bah, c'est un championnat super serré, donc Ouais, celui qui marque le premier, il se met très bien, quoi, hein. On sait que si tu prends le premier but, on l'a vu bah, sur des ouais, matchs où le pays avait très bien entamé. Prennent le but du 1-0, je sais plus c'était Dunkerque de mémoire ou ouais. Avranches. Dunkerque. Mmh. Dunkerque. Ils sont super bons pendant une demi-heure. Ils prennent le premier but, rideau. Red Star, pareil, il rate le but du 1-0. Derrière, une fois que le Red Star marque et se met en position Mmh. défensive pour maintenir son résultat, bah, c'est très compliqué. Inversement, le Puy, eux, ils n'arrivent pas forcément à le faire parce qu'il y a plein de fois où ils ont mené 1-0 et où ils n'ont pas réussi à le tenir. Donc c'est là aussi où ils ont perdu énormément de points. Tous ces matchs où ils mènent 1-0, notamment c'était en début de championnat surtout, hein, où ils se font rejoindre en toute fin de match, ou alors ils prennent des 1-0 en fin de match. Et là, ils ont perdu énormément de points sur ça. Le fait aussi de ne pas prendre beaucoup de points à domicile, on a une seule victoire contre Versailles. Est-ce que justement, avec l'objectif du maintien, ne pas s'imposer à la maison, c'est quand même assez problématique, non? Bah, c'est sûr, ça va être d'autant plus, en seconde partie de saison où tu vas accueillir des équipes comme, Saint-Brieuc, Borgo, Paris 13 qui sont des concurrents directs, Mmh. au maintien. Puis, c'est vrai que le Puy, on a l'impression qu'ils sont toujours dans le coup, mais, on n'a pas eu une fin de match où on était serein, à part peut-être Versailles à l'aller et encore, Ouais. le deuxième but arrive tardivement. Mais, ce qu'on peut voir chez certaines autres équipes où il y a des matchs où ils arrivent à gagner, 3-1, où c'est posé. Et le Puy, il y a jamais une fin de match tranquille, une fin de match, sereine. Ça manque encore un peu peut-être de maîtrise, ça manque d'être tueur, dans les 2 surfaces. Et il va falloir corriger ça, c'est sûr, en deuxième partie de saison, parce que si tu gagnes pas ces matchs contre les concurrents directs à la maison, là, ça va vraiment se compliquer la mission maintien. Ouais, puis à domicile, on était resté sur des saisons où je crois que c'était 22 matchs de suite que le Puy avait Ouais. plus perdu depuis la descente de National. Ils ont construit la montée sur ça. Ils arrivent, premier match Versailles, ça gagne. On se dit, ça va être le point fort pour se maintenir, d'être fort à Massot. Et là, en plus, on passe l'hiver ça peut être un avantage quand il y a des équipes du Sud qui viennent jouer à Mmh Massot. mh. C'est quand même un climat particulier, on va dire. Et pour l'instant, le Puy en tire pas profit de ces matchs à domicile et c'est des points qui seront durs à récupérer.
Bon, on va conclure là-dessus sur ce bilan, on va dire, en championnat de première partie de saison. Deuxième sujet, deuxième thème, on va parler des tops. Quels sont pour vous, et après je donnerai ceux qui sont, on va dire, je vais résumer un peu ceux des supporters du Puy, quels sont pour vous les tops de cette première partie de saison? Je commence par toi, Thibaut. On est obligé de dire Ben Fredge pour commencer quand même. C'est quand même le danger numéro un, la bonne trouvaille. Après, moi, j'adore Elogo, comme un peu dans le style Loïc Ball, toujours régulier, toujours au niveau, qui est très important dans le rouage de l'équipe, sur que ce soit la récupération ou pour obtenir des petites fautes. Un gars d'expérience comme ça. Et puis après, les bonnes surprises sur les joueurs qui découvrent ce niveau, qui étaient déjà là, où on pouvait avoir un petit doute quand tu découvres le national. Bien sûr. Teddy Bouriot, Baptiste Guyot, c'est franchement quasiment les meilleurs joueurs de l'équipe, même avec tout ce qui est arrivé. On peut dire Tim Chabol aussi, même s'il a été blessé pas mal de temps, sur ce qu'il a montré, il découvre le national et c'est top niveau de national, quoi. Lucas? Bah, je suis obligé de dire Ben Fredge, moi aussi, hein, c'est le meilleur buteur. Il a débloqué beaucoup de situations. Ensuite, je rejoins Thibaut sur tout ce qu'il a dit, mais je trouve que ouais, Baptiste Guyot, c'est vraiment impressionnant le palier qu'il a franchi. C'est plus un simple bon joueur régulier, c'est devenu un très bon joueur qui est capable de prendre le brassard de capitaine, d'être un Ouais, c'est ça, leader, ouais. qui est capable d'avoir parfois des dépassements de fonction, de monter sur le terrain, de prendre des responsabilités. Donc, ouais, et après, j'ai envie de dire le recrutement aussi, parce que j'avais cru comprendre que ça avait été un peu compliqué lors de la première montée nationale. Et là, je trouve qu'il n'y a pas eu. Il y a forcément des ratés, surtout quand tu recrutes autant de joueurs, qu'il y a autant de turnover. Mais il n'y a pas de gros ratés et il y a beaucoup de bonnes surprises. Je pense notamment aussi à Rivera, où il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait en lui, il y en a beaucoup qui pensaient qu'il allait se faire bouger en national ou qu'il n'allait pas être très investi. C'est un super coup. Ben Fred, c'est pareil. Là, je pense que les renforts, Sacha Delay et Alexandre Fillon, risquent d'être agréablement surpris aussi. Ça a l'air d'être deux très bons gars qui sont déjà investis et bien intégrés. Donc, et même aussi, j'oublie Milleras, qui a parfaitement suppléé Maria. Si on n'avait pas eu un bon deuxième gardien de qualité, la fin de la première partie de saison et le début de la deuxième n'auraient sans doute pas été la même. Ouais, alors, moi, je partage totalement vos avis. Je vais donner. Et les supporters pronos, en fait, au final, vous rejoignent exactement. Ben Fredge arrive en tête. Ben Fredge, il est dans quasiment cité tout le temps. Rivera aussi est cité. Et Mieras, tu l'as dit, Lucas, est très souvent cité. Il a fait très, très bonne impression. On en reviendra tout à l'heure, justement, par rapport avec. Dans les flops, vous comprendrez pourquoi. Et moi, exactement, c'est-à-dire que moi, je trouve que les meilleurs joueurs quasiment cette saison du groupe, ce sont des joueurs qu'on avait déjà la saison dernière. C'est-à-dire que tu as raison, Thibaut, je trouve qu'un Teddy Bouriot, un Baptiste Guyot que j'adorais déjà en National 2, je trouve que cette année, il a franchi encore un palier, je trouve vraiment très, très solide derrière. Teddy Bouriot, il est encore chaud, qui monte en puissance de plus en plus. Et bon, après, oui, Ben Fredge, Rivera, j'ai envie de dire, même Elogo, je partage aussi. Beaucoup de gens me disent qu'il n'aime pas trop. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est virevoltant, qui sait casser plus dans les lignes, qui se met dans les intervalles. Enfin, moi je vous rejoins totalement là-dessus. Donc, je vois que, voilà, à mon avis, les avis sont partagés sur les tops. Du coup, on va passer aux flops. Et dans les flops, par rapport au retour, c'est pas une surprise. Le gros flop pour tout le monde, c'est Othman Dadoun. Je pense que vous le partagez aussi, les gars. Ouais, c'est une déception aussi. Pareil, de ce qu'on disait du début d'émission, au niveau du recrutement, c'était vraiment le nom sur lequel on avait les plus grosses attentes. On voit un CV pareil débarquer, on se dit c'est un coup énorme pour le Puy qui va avoir besoin d'un neuf qui plante. Et en plus, sur le début, quand on voit le match contre Versailles à Massot, je pense que tous les gens qui étaient à Massot, ils se disent franchement, si là, il n'est pas encore en rythme et le match qu'il fait, où il fait une passe D et un centre qui amène le but, on se dit quand il va être à fond, ça va être incroyable.
Et derrière, je pense qu'il a souffert aussi de la montée en puissance de Momo Benfredj. Parce que du coup, il s'est retrouvé sur le banc, parce que des fois, il n'y en avait qu'un des deux. Et peut-être que c'est ça qui. Peut-être une perte de confiance, je sais pas, mais c'est clairement décevant sur ce qu'on en attendait. Et à chaque fois, quand on en parle avec Roland, et même on le voit à l'entraînement, enfin, c'est quelqu'un qui est un super compétiteur, qui devrait être un guerrier. Et en fait, quand on le voit sur le terrain, on ressent pas ça, on a l'impression. Donc c'est là que c'est décevant. Après, au niveau stats, c'est le deuxième meilleur buteur. Même en ayant joué peu, mine de rien, c'est quand même lui qui il en a quand même planté. Lucas. Je partage forcément cet avis. On avait beaucoup d'attentes, c'est sûr, même s'il revenait d'une blessure et qu'on pouvait se dire qu'il y avait des interrogations. Mais il semblait avoir balayé un peu les interrogations en prépa et en début de saison. Après, ce qu'il y a eu comme souci, je pense qu'il y a eu une période où ça allait pas pour lui et il y avait des attitudes qui n'ont pas plu aux supporters. Et heureusement, il a corrigé. Maintenant, ça va mieux, je trouve, quand il rentre en jeu ou quand on lui donne sa chance. Mais bon, il a été, malheureusement, maintenant, il souffre de la comparaison avec Ben Fredge et il a été un peu éclipsé par lui. Là aussi, là où il n'a pas de chance, c'est qu'il marque, il aurait pu se relancer en championnat, mais il marque contre Le Mans où tu prends 5-1. Donc forcément, le but, il passe un peu à la trappe. Ouais, je sais pas, je trouve ouais, que ça manque peut-être un peu de rythme. Je sais pas trop comment l'expliquer parce que c'est vrai qu'en début de saison, moi, j'étais plutôt confiant quand on avait vu son match contre Versailles, mais je comprends totalement l'avis des supporters. Moi, je vais vous donner aussi mon avis. Je trouve que, donc je vous rejoins, hein, c'est un peu une déception. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un début de saison, comme vous le dites, très intéressant. Et après, j'ai l'impression il s'est un petit peu senti installé. J'ai l'impression qu'il arrivait avec ce statut et qu'après, il s'est un petit peu installé tranquillement et qu'il était un peu suffisant, j'ai trouvé. Et que ce soit sur le terrain et même après dans son attitude, comme tu l'as dit, Lucas, et ça a commencé, on a vu, c'est là que ça a commencé un petit peu à dérailler et qui s'est retrouvé, j'ai envie de dire, logiquement sur le banc de touche. Mais après, même si je trouve que ces dernières entrées, il a fait des bonnes entrées, on a senti qu'il était beaucoup plus investi. Après, je me dis, est-ce que c'est aussi est-ce que finalement c'est un profil qui correspond au jeu du Puy parce que c'est pas un joueur de profondeur, c'est un joueur plutôt pivot qui a besoin, à mon avis, de ballon dans la surface de réparation. Et on n'a pas tant de ça des joueurs qui prennent les côtés, qui débordent, qui envoient je sais pas combien de centres par match. Je trouve qu'il n'a pas non plus une panoplie, une panoplie de beaucoup de ballons dans la surface de réparation. Est-ce que finalement il est peut-être pas aussi, il est un peu tributaire du jeu du Puy qui ne lui correspond pas forcément, les gars, non? Je suis totalement d'accord. Moi, je trouve que c'est aussi compliqué sur ça. On l'a dit déjà, le championnat national est super fermé. Il y a très peu d'occasions, donc c'est aussi. On va pas lui tomber dessus en disant qu'il a vendangé des choses. Des fois, en fait, c'est tout simplement qu'il a rien à se mettre sous la dent. Il y a des matchs où c'est compliqué de trouver le neuf. Et après, sur le profil, c'est quand le puits est bas et qu'il faut sortir. Enfin, des fois, je me souviens de séquences où, en fait, ça lui envoie des saucisses devant et tu dois te débrouiller avec ça. Mm. C'est compliqué. Hein. C'est Surtout qu'on a vu, notamment le Puy a pris plus de points à l'extérieur. Le Puy a souvent pris les points à l'extérieur en ayant des occasions en contre-attaque. C'est allé très très vite en profondeur. Et c'est pas, moi je pense que c'est pas un joueur comme Dadoun qui, pour moi, qui correspond à ce profil-là sur cet aspect tactique dans ces matchs-là. Hein. c'est pour ça que c'est Sangaré qui joue plus souvent. Il a plus Ouais, pour jouer en contre-attaque, pour presser aussi, parce que c'est un peu un travailleur de l'ombre, Sangaré aussi. Il fait un gros travail, il fait beaucoup d'appels, beaucoup de pressing sur les défenseurs. Mais je pense que c'est quelque chose qui plaît à Roland sur l'aspect match à l'extérieur où tu joues bas et où l'attaquant, c'est un peu ce rôle-là qu'il doit avoir, quoi. il y a aussi quelque chose que Roland il aime bien. Il nous en avait parlé. C'est quelque chose, je crois qu'il a retenu de Jean-Marc Furlan quand il était à Libourne. C'est les relations à 2 ou 3 joueurs. Il aime bien qu'il y ait des automatismes. Et j'ai eu Ouais. l'impression qu'on a testé Dadoun avec Sangaré, on a testé Dadoun avec Ben Fredj, et il n'a peut-être pas trouvé d'association intéressante comme il a pu trouver entre Ben Fredj et Sangaré. Peut-être que c'est aussi ce qui peut expliquer que Dadoun n'a pas réussi à s'épanouir sur le front de l'attaque. D'accord. Alors, il y a un autre flop qui a été cité. C'est aussi, c'est un peu ce qu'on avait parlé dans le bilan, c'est la faiblesse
au niveau de l'attaque. Alors, on parle de Dadoun, mais c'est dans sa globalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens reprochent, déjà en N2 l'année dernière, franchement, c'est quasiment tous les milieux ou défenseurs qui marquaient des buts. Et que cette année, on a changé notre ligne d'attaque et qu'au final, on n'arrive pas non plus à se créer énormément d'occasions. Et qu'à un moment donné, on le disait aussi, c'est quand le Puy prend un but, on n'a pas l'impression que derrière, ils ont la capacité à aller égaliser ou même aller chercher la victoire. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ouais, ça rejoint ce que tu disais sur le profil et ce que disait Roland aussi cet après-midi en conf. Le Puy peut-être aime mieux jouer bas et prendre en contre. Et dès que tu es mené 1-0 et que en face ça t'attend bas, là c'est très compliqué d'avoir des occasions. Franchement, parce que sur la première partie de saison, ça a été rare de voir le Puy mener même. Et à chaque fois qu'ils ont été menés, c'était très stérile pour attaquer. C'était là où c'était le plus compliqué. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et moi, je pense que des fois, il manque un peu de folie, il manque un petit génie. C'est ce que Tim Jabol arrive à faire en début de saison. C'est un joueur, il faut accepter. Il va peut-être perdre 1 ou 2 ballons importants, mais par contre, il va te créer 5 ou 6 occasions. Il a cette qualité-là. Alors, je me dis peut-être que Sacha Delay pourra l'apporter aussi. Oui. À voir. Mais je pense que des fois, ça manque un peu de folie, de prise de risque. Mais ça vient aussi avec la confiance, ça vient avec les bons résultats, tu vas te lâcher. Mais je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut aller un peu au-delà, aller chercher plus, ne pas jouer avec le frein à main parfois. Ouais, je sais pas si vous êtes d'accord. Des fois, on a l'impression que c'est un peu trop cadré, l'attaque du Puy. C'est un peu, on reçoit le ballon, on fait la passe. Il y a pas vraiment de joueurs qui vont provoquer. À part Tim, quand il était là, c'était lui qui perçait les lignes balle au pied. Sinon, on a l'impression que personne provoque vraiment, que ce soit sur les côtés ou devant. C'est très contrôle-passe et peu de joueurs qui tentent leur chance dans les dribbles. Alors, face à des défenses qui sont en place, par la passe, souvent, j'ai l'impression que c'est compliqué J'ai envie de dire, les gars, on l'a vu, ça a sauté aux yeux, notamment contre Vierzon, National 2. On a eu beaucoup de mal à un moment donné à vraiment essayer de leur faire mal, comme tu dis, en les transperçant. On est vraiment. Je trouve que là, c'est contre Vierzon, qui est une équipe de National 2 qui est lanterne rouge. Alors, c'est la Coupe de France, il n'y a pas de souci. Mais ouais, j'ai trouvé que ça manquait. Est-ce que les gens autour de nous, enfin de moi que j'entendais, ça manque de folie, quoi, devant, clairement. Rivera avait essayé aussi un moment, mais Ouais. il manquait un petit peu de finition. Et puis au final, il a fini par reculer encore d'un cran en piston droit. Alors là, maintenant, c'est compliqué de prendre des risques, mais ouais, c'est peut-être ce qu'il a manqué et ce qui explique que le Puy est la dernière attaque de National. Après, là, Alors, ouais, vas-y Thibaut. excuse-moi. Sur ces derniers matchs, quand même, aussi en gros top et un profil qui pourrait faire du bien sur la deuxième partie de saison, c'est Mamadou Ndiaye. Ndiaye, ouais, je suis d'accord, on a oublié de le dire. Il est, oui, clairement dans les tops. Il est vraiment en feu. Et lui, il a vraiment le profil qui peut faire du bien sur cet aspect-là. J'ai un autre flop. Alors, il y a un flop qui est ressorti assez souvent, un nom. Alors, j'ai été un peu surpris. C'est Maria. Maria, je crois que les gens, en fait, ils ont tellement kiffé, je crois, Ouais. Jonathan Mieras dans les buts, alors que Maria, sincèrement, il a fait une saison exceptionnelle l'année dernière et que cette année, en début d'année, elle a fait aussi de très bons matchs. Mais je ne sais pas, beaucoup de gens, alors je ne sais pas si c'est post-Vierzon, voilà, parce que Mieras, on en parlera tout à l'heure après dans le sujet Coupe de France, mais beaucoup de gens souhaiteraient, je pense, que ce soit Mieras qui occupe les buts, qui estime que Maria n'est pas aussi décisive que Mieras. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, c'est vraiment un problème de riche, parce Ah que ouais. quand on se souvient, comme tu dis, l'année dernière, sur les matchs de la Mousse, il a sorti des trucs incroyables, Yann. Et là, sur le début de saison, en fait, je pense que Miliaras a joué vraiment des matchs où il y a eu tellement à faire qu'on l'a énormément vu et il a super bien fait le taf. Et en fait, Sedan, Concarneau, Nice, c'est des matchs, je pense que c'est peut-être les 3 matchs où il y a eu le plus de taf. Et du coup, c'était lui dans la cage, donc il l'a parfaitement fait. Mais Yann, il a peut-être eu des matchs où il y avait moins de travail, en fait. Je suis d'accord. Et il a été aussi bon. Et là, franchement, pour moi, le mettre dans les flops, Ah, je comprends pas, Alors, parce que là, c'est vraiment, tu as 2 top gardiens. alors, je pense, avant de donner la parole à Lucas, parce que je sais qu'il va confirmer ce que je dis, je pense qu'aussi il y a le fait qu'il ait pris 2 fois des cartons rouges. Ah, Oui, Lucas? forcément que ça doit jouer parce que en plus il avait le brassard de capitaine.
Après son premier carton rouge, il nous avait dit en conférence de presse que ça devait lui servir pour éviter de reproduire les erreurs. Donc, il prend il prend encore une fois un carton rouge. Bon, après, on n'était pas sur le terrain, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé. Est-ce que là aussi, c'était encore un carton rouge sévère? Je ne sais pas. Donc, ça doit jouer. Après, bien sûr, il souffre de la comparaison avec Miras, qui a été exceptionnel, en plus, je veux dire, Miras, il brille contre Concarneau, c'est diffusé sur Canal+ pour la première fois de la saison. Ensuite, il fait partie, il est un des héros de l'exploit contre Nice qui va marquer un petit peu l'histoire du club. Donc, Maria revient. Il sort pas. Franchement, contre Vierzon, il n'a rien eu à faire. Il a 2 frappes contrées qui arrivent à 2 à l'heure. Il les attrape comme ça. Et à la fin, il ne sort pas un penalty. Mais bon, le gardien en face, il ne sort pas un penalty non plus. Oui, Miras avait sorti un penalty à Concarneau, mais bon, c'est sévère. Et Roland, comme il nous l'a expliqué, il a établi une hiérarchie en début de saison et ça a été très clair. Quoi qu'il arrive, Maria restera le numéro 1, je pense, sauf catastrophe. Maria, il a quand même des qualités indéniables. Depuis le début de saison, il était tout le temps dans le top arrêt. Hein. Il sortait peut-être moins d'arrêts, mais il sortait 2-3 arrêts décisifs qu'il fallait pour préserver quelques points. Et puis, il a une qualité qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a un super jeu au pied. Et pour relancer des fois, pour repartir de derrière, c'est super intéressant et ça permet de vite repartir de l'avant. C'est sévère de le mettre dans les flops, à part si c'est peut-être pour les problèmes de discipline et les cartons rouges. Mais bon, le premier carton rouge qu'il prend où il tape sur la barre, c'est quand même un drôle de carton rouge, ça aussi. Hein. Il ne faut pas trop lui en vouloir. Là. Non, c'est clair. Mais moi aussi, je n'aurais pas mis du tout dans les flops. C'est juste que je vous l'interpelle parce que ça m'a surpris. J'ai dit, il y a quelque chose j'ai dû louper quelque chose. Donc, pour moi aussi, je suis comme vous, je ne l'aurais pas du tout mis dans les flops. Tu voulais rebondir sur quelque chose, Thibaut? Ouais, je voulais te demander qui y avait d'autres dans les tops ou les flops qu'on n'enlève pas. Non, les flops, vraiment, Dadoun, c'était l'attaque en général, et puis un peu Maria. Après, il y a eu quelques noms par-ci, par-là, mais voilà, c'était très subjectif, donc je ne veux pas les évoquer parce que ça n'a aucun intérêt. Je vous dis vraiment ce qui résumait, celui qui ressortait le plus, c'était Dadoun, indéniablement, quasiment 9 fois sur 10. Et puis après, Maria, qui revenait plusieurs fois aussi, pas comme Dadoun, mais ça m'a. Et le front de l'attaque en général. Et si, dans les flops, c'était, on l'a évoqué, c'était les nombreux cartons rouges pris. Ouais. On l'a évoqué dans le bilan où on a dit oui, c'est vrai qu'ils prenaient beaucoup de cartons. Et là aussi, c'était dans les flops, pour eux, c'était le fait qu'ils prennent beaucoup de cartons, mais on l'a expliqué pourquoi, c'était pas forcément justifié tout le temps. Donc voilà, pour moi, c'est pas non plus un gros. Je peux pas le mettre dans les flops. Ouais. Je vous propose de passer au 4e thème, c'est le parcours en Coupe de France. Le parcours en Coupe de France avec cette victoire, cette qualification face à l'OGC Nice 1-0. On parlera après de Vierzon, mais personnellement, quelle soirée au Stade Massot, les gars. Ouais, c'était incroyable. C'était surtout après Lorient, je ne sais plus si tu y étais, mais. Ouais, j'y étais, mais on n'était pas très nombreux. C'est ça, on n'était pas nombreux. Alors que là, franchement, pour le Puy, pour tous les fans de foot du bassin qui sont venus, là, vraiment, ça aurait été triste que ça se passe pas comme ça parce que tu tapes Lorient à huis clos. Là, enfin, tu as le gros avec du monde et franchement, comme tu dis, c'était vraiment le kiff parce que c'est vraiment pas le scénario de match où tu mets un but de casquette et tu gagnes en restant dans l'espace, quoi. Pendant 20 minutes, le Puy a vraiment bougé Nice. On a vu, c'était même, je sais pas pour vous, mais c'était même frustrant de voir comment ça jouait bien pendant 20 minutes, des choses qu'on n'a pas forcément vues en national. Et on espère qu'on va voir ça sur la deuxième partie de saison parce que c'était vraiment du beau jeu. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et puis, je pense qu'on se souviendra qu'il y avait des joueurs de qualité et que ce n'était pas l'équipe de Nice, quoi. Il y avait des noms qui claquaient sur le terrain. Après, ce qu'il a manqué, c'est peut-être l'engouement, l'euphorie après le match. Alors, je sais qu'il voulait vite se reconcentrer sur le championnat, mais je pense que le scénario du match a joué aussi parce qu'avec ce premier but de Ben Fredge, on s'est préparé au fur et à mesure du match à se dire le Puy va le faire, le Puy va passer. Alors, il a peut-être marqué trop tôt et ça a coupé un peu l'euphorie, mais ça a créé un petit quelque chose, ça a créé un engouement qui s'est un peu prolongé sur Nancy. C'est la première fois qu'on entendait un peu les supporters pousser, râler contre l'arbitrage, contre Nancy.
Ça a continué forcément contre Vierzon malgré le froid. Alors, si ça arrive à s'installer, ça peut être aussi une clé de la deuxième partie de saison du Puy Foot. Peut-être que ça peut jouer aussi sur l'arbitrage d'avoir. Parce que les arbitres, ils ont facilité à sortir des cartons quand il n'y a personne qui râle dans les tribunes, qui met la pression. Quand il n'y a que Roland qui crie sur le banc de touche, ça ne doit pas trop les perturber. Donc, ouais, c'était chouette et ça a créé un vrai engouement, même pour nous, je pense, Thibaut, ou pour toi, Will, c'est sympa pour nous, les journalistes, de pouvoir surfer là-dessus. Ouais, mais en tout cas, j'étais vraiment en plus en mode plus spectateur voilà que journaliste et tout, et j'ai pris énormément de plaisir. Moi, en fait, au départ, ça m'a fait surtout plaisir. C'est bête, mais ça m'a fait plaisir surtout au président Gauthier, en fait, parce que je sais qu'il c'est un amoureux de son club, ça on le sait, et qu'il avait été frustré de ce 16e de finale contre Lorient à huis clos. Enfin, moi aussi, voilà, et de voir tous ces supporters, tous ces gens se déplacer à Massot pour cette affiche, et en plus, parce que bon, tu peux te déplacer et prendre une rousse, hein, mais Ouais. montrer ce qu'ils ont montré. Et moi j'étais même un peu agacé parce que j'ai rencontré plein de personnes dans le stade qui n'étaient jamais venues voir un seul match. Ils ne connaissaient pas un mec, j'étais obligé de leur dire lui, c'est lui, ils ne connaissaient personne. Et je leur disais, putain, mais les gars, mais je comprends pas, il faut venir, il faut venir voir le Puy, c'est pas tout le temps, oui, mais il faut venir. Et comme tu dis, Nancy, il y a eu un peu plus de monde. Et, c'est vrai que là où ça a changé, on l'a vu contre Vierzon, c'est qu'on a un public, c'est pas non plus des ultras, mais qui commence à pousser. Et j'ai trouvé ça, même moi, je me suis pris au jeu à hurler, à pousser les mecs, quoi. J'ai trouvé ça, voilà, de voir ça au Puy, de voir le stade plein. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique parce que la dernière fois, pour moi, le stade j'avais trouvé plein, c'était Blavozy contre Rodez, super ambiance. Et là, de voir quand même le Puy, club majeur, de le voir dans cette configuration, moi personnellement, ça m'a fait énormément de plaisir. Mais même, tu le dis, pour Nancy, le plus surprenant, c'était même les sifflets sur l'adversaire. Le mec qui a subi la faute de Rivera, qui s'est fait siffler tout le long, j'ai jamais vu ça à Massot. Ouais, c'était cool. Alors, bon, douche froide, puisque les gars, quand on a, je pense que quand tout le monde a vu le tirage aux réceptions de Vierzon, on a dit, putain, la place pour aller en huitième, elle est quand même, putain, elle est là. Et finalement, on est éliminé de cette coupe. Comment vous avez, après ces quelques jours après ce match, quelle analyse faites-vous de cette rencontre, Lucas? Ben, moi, franchement, c'est frustrant et j'ai senti quand même que ça avait beaucoup touché les joueurs et même Roland, qui pourtant martelait que le championnat, mais je pense qu'il s'était pris au jeu et qui sait que c'est des matchs qui te forgent une carrière, qui forgent une histoire, qui forgent un groupe. C'était important de continuer et si tu avais réussi à accrocher un huitième puis un quart de finale potentiellement, ça aurait été quand même incroyable. Ensuite, sur le match, sur le contenu, je leur en veux pas beaucoup parce que c'est vrai que on n'a pas pu les voir combiner. Franchement, avec la neige, au début, ça freinait carrément les ballons. Après, ça Ouais. freinait plus les ballons, mais ils étaient obligés de. Balou, il nous l'a dit en conférence de presse, j'étais obligé de contrôler, de mettre une touche de balle en plus. Pour combiner, c'était difficile. Après, tu touches 2 fois les poteaux en 2 minutes. Quand tu touches 2 fois les poteaux en 2 minutes, là, pour moi, je me suis dit, c'est des signes Moi du aussi. destin. Dans le foot, ça trompe pas, ce genre de choses. Et après, Yanis, il tape la barre pendant les tirs au but. Donc, tu vois, c'est des détails. Après, heureusement que Vierzon tire Grenoble sur le tirage au sort. Parce que si derrière, il tire le PSG ou l'OM, je pense que là, tu as encore plus de regrets. Thibaut. Bah, moi, malheureusement, franchement, ça m'a pas étonné. Je m'attendais un peu à ce scénario de match. Quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, ça sent mauvais. Sur ce que comme dit Lucas, ils l'ont énormément martelé que c'était pas l'objectif. Donc, quand c'est pas l'objectif, s'il y a Nice en face, tu te donnes à 2000% quoi qu'il arrive, parce que au fond de toi, il y a une crainte il y a peut-être une crainte d'en prendre 5. De l'autre côté, il y a aussi, il faut se montrer parce que c'est l'occasion de se montrer. Alors que contre Vierson, t'as pas ça. Même si évidemment, ils sont pas rentrés sur le terrain en se disant on va perdre. Mais on a senti qu'il n'y avait pas ce supplément d'âme. Et forcément, quand tu es sur les conditions que le gars a décrit, avec une équipe de N2 qui, même si elle était dernière, c'est une équipe qui prend pas de valise, qui est solide.
Quand dans la semaine, on a commencé à appeler coach, président, j'ai compris qu'ils allaient venir avec un bon bus derrière et que ce serait très compliqué dans ces conditions. Et comme ils l'avaient dit en conf après le match, de leur côté, ils savaient que si ça arrivait à 0-0 derrière, ils gagnaient au tir au but. Donc malheureusement, comme dit Lucas, on ne peut pas leur en vouloir. Mais c'est une demi-surprise pour moi. Ouais, je suis pareil que vous. C'est-à-dire que moi, à la fin du match, j'étais déçu, mais voilà, pas plus que ça, parce que bon, bah, c'est les plus déçus, c'est forcément déjà les joueurs, hein, premièrement. Mais moi, ça me faisait surtout chier pour les gens, parce que franchement, à 18h30, le dimanche, avec le temps qu'il faisait, il faisait -5, -6. Et la tribune était pleine. C'était juste que je me dis, ça aurait pu derrière amener encore un peu plus d'engouement et de folie pour ce championnat qui reste la priorité. Et que ça aurait pu amener encore un peu plus de gens suivre le Puy. Et à la fin, les gens étaient frustrés de dire, voilà. Mais par contre, là où tu as raison, Lucas, c'est que, comme tout le monde a dit, si derrière on chope Paris ou Marseille, vraiment, là, on va avoir les boules. Tu chopes GF38, avec tout le respect que j'ai pour le GF38. Mais au final, tu dis, bon, bah, finalement, bon, on a éliminé, mais on n'a pas trop de regrets, quoi. Ouais, surtout que tu te serais déplacé parce que après le tirage, je sais pas, peut-être que la boule du puits n'aurait pas été mise au même moment que celle de Vierzon. J'en sais rien, mais oui, si, En plus, si tu tu as te raison, déplaces à on est à Grenoble. Grenoble. Donc, et il y a aussi un truc, c'est que Roland, il avait fait un petit pari quand même sur ce 16e, c'est qu'il avait fait tourner et qu'il pensait déjà à lancer et relancer des joueurs dans l'optique de se qualifier et de pouvoir amener un peu d'émulation dans le groupe et de pouvoir faire tourner ensuite, de pouvoir jouer 3 matchs dans la semaine. Ouais. Il a pas, je pense qu'il a pris le pari de voir loin et pas seulement de dire je veux gagner ce match parce que il a vraiment relancé des joueurs. Il a mis Sangaré sur le banc, il a mis Dadoun titulaire, il a relancé Lambuza, il a envoyé les 2 recrues, il avait reposé Balou et même Arsène. Donc, Moi, voilà. j'ai été étonné, par contre, j'ai été étonné qu'il laisse Ben Fred sous le match. Ouais, moi aussi. Qui en plus, je trouve, qui est passé à travers, en plus. Hein. Bon, pas à travers non plus, quand même. Il met le poteau. En première, il marque hors jeu. Moi, j'avais quand même le sentiment que ça pouvait venir que de lui, quasiment. Je sais pas vous. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus le feu côté Lembeza et côté Jules Meyer, qui a fait une super entrée, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais combiné avec Ndiaye aussi, hein, parce que Ouais. en deuxième mi-temps, on a vu que le côté gauche qui provoquait, que le côté droit du Ponchel Ben French, c'est vraiment deuxième mi-temps. On les a pas vus. Hein. Non, mais Ouais, il tire sur le poteau, Ben Fred, après quand même, mais j'ai l'impression qu'il était pas dans cette position-là, il était obligé d'être plutôt passeur, créateur pour Dadoun. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et la seule occasion qu'il a en deuxième mi-temps, quand il tire sur le poteau, il se la fait tout seul. Il dribble 2 ou 3 mètres Oui. et il n'était pas dans les meilleures dispositions non plus. Mais après, c'est un homme providentiel. Tu sais que si la lumière elle doit venir de quelqu'un, elle doit venir de lui. Donc je pense que c'est pour ça qu'il le laisse. Après, est-ce qu'on devient plus exigeant avec ce joueur aussi? Attention, c'est que du coup, on sait que c'est un peu notre arme, on va dire, fatale devant. Est-ce qu'on devient peut-être plus exigeant aussi avec lui? Ouais, mais il ne le faudra pas trop parce que c'est vrai que tu dis il n'a pas sorti. S'il finit par se blesser, Ah qu'est-ce oui, qui va mais se c'est pour ça passer? que j'étais surpris qu'il fasse tout le match, en fait. Ouais. Voilà. ouais, c'est vrai qu'on en parlait avec Lucas tout à l'heure. Si tu perds Ben Fred sur blessure, c'est très compliqué. Hein. Bah, justement, on va parler, on va finir la Coupe de France et on va évoquer maintenant la deuxième partie de saison et donc le championnat, la phase retour. Est-ce que, donc, on a vu l'arrivée de Alexandre Fillon, Sacha Delay, Ben Kedim, qui sont quand même des joueurs à profil plutôt milieu, offensif, milieu. Est-ce que les gars, on ne devrait pas justement, si demain Ben Frege se blesse, ou on devrait pas, le Puy ne devrait pas penser à recruter un attaquant? Bah, je pense que oui, aussi. Hein. Après, ça dépend du système, hein, parce que là, le système qui se dégage, c'est quand même le 3-4-3 avec une seule pointe. Et du coup, pour une seule pointe, tu as quand même pas mal de choix. Après, moi, ça m'a étonné le prêt de Maxence Fournel, honnêtement. Je pense j'aurais vraiment aimé le voir à son poste, parce que quand on l'a vu en début de saison, c'était en piston gauche. Après, la fin de saison dernière qu'il nous avait fait en N2, et déjà ce qu'il montrait en national, pas à son poste, j'avais vraiment hâte de le voir en neuf devant. Et je pense qu'avec Ben Fred, en plus, ça aurait pu être très complémentaire. Donc,
si le Puy laisse partir Max Fournel, peut-être que derrière, quelqu'un arrivera, je sais pas, mais ça aurait pu être lui la recrue, en fait, tout simplement. Est-ce que c'était je sais pas, je dis ça, mais j'en ai aucune idée. Est-ce que c'était une volonté de lui-même de partir jouer plutôt en Andrézieux en N2 pour avoir du temps de jeu au final en N2 et pas jouer en R1? Bah, je pense qu'il a compris que la porte était un petit peu bouchée devant lui et qu'il est parti pour devenir titulaire. Là, j'ai vu qu'à Bergerac, il avait joué 90 minutes. Donc, c'est sûr qu'il jouera plus à Andrézieux qu'au Puy. Mais même pour le faire sortir du banc sur 30 minutes, j'aurais trouvé que c'était intéressant. Et là, dans l'effectif actuel, moi, si j'ai Max Fournel sur le banc, enfin, il joue à tous les matchs. Hein. Vas-y, Roland, t'entends. Bah, c'est trop tard maintenant. Ah oui, de toute façon, c'est trop tard. Faut faire comprendre que le Puy n'a pas lâché Max Fournel parce qu'il compte pas sur lui. Parce que derrière, ils l'ont bien répété. Il revient en juin et il compte sur lui. Ouais, c'est sûr. Et pour répondre à la question de est-ce qu'il fallait recruter un attaquant, je me demande, il y a deux joueurs qui sont en manque cruel de temps de jeu. C'est Jérémy Grain, déjà qu'on ne voit plus du tout. Et il y a Othman Dadoun qui, je pense, arrivait pour être un titulaire. Moi, c'est les deux interrogations que j'avais. Est-ce que ces gars-là vont pas bouger pendant la trêve hivernale? Et peut-être que s'il y en avait eu un des deux qui avait bougé, ça aurait ouvert une porte pour un autre attaquant. Mais que là, c'est compliqué. Parce que là, il va rester peut-être une semaine. En conférence de presse, Roland nous a dit qu'il n'y avait plus de besoin. Donc, visiblement, ils ne sont pas à la recherche d'un attaquant. Il a dit qu'il y aura peut-être des opportunités. Ouais, c'est comme tout. Ça peut s'activer Voilà. sur la dernière semaine. Après, il y a des longueurs de contrat aussi. Hein. Je sais que Jérémy Grain, il est encore sous contrat l'année prochaine. Je ne sais pas si pour Othman, c'est le cas. Ouais, il doit certainement avoir un contrat 1+1, c'est-à-dire qu'en cas de maintien, il renouvelle. Enfin, il aura un système comme ça. Je pense que je ne vois pas avoir un contrat à longue durée. Même pour lui, parce que le Puy est un promu, enfin, je le vois comme ça. Hein. Ouais. Voilà, à mon avis, il doit avoir un 1+1, un truc comme ça. Je pense aussi. Sinon, alors, donc du coup, comment voyez-vous cette deuxième partie de saison? Est-ce que vous pensez que le Puy est capable? Tu disais tout à l'heure sur le bilan, Lucas, on va recevoir des adversaires directs, mais recevoir, j'ai envie de dire, dans notre profil de jeu, est-ce qu'au final, est-ce que ça va pas être plus compliqué? Au final, ces équipes vont venir est-ce qu'ils vont pas venir blinder? Ouais. Ça va, je pense il y a toutes les planètes qui n'étaient pas du tout alignées en première partie de saison, et là, je pense qu'il faudra qu'elles s'alignent pour que le Puy puisse se maintenir. C'est-à-dire que tous les petits trucs qu'on a dit, que si Tim Jabol revient à son meilleur niveau, qu'il arrive à créer des petits trucs. On a vu des bonnes choses s'amorcer sur le mois de décembre à Orléans. Contre Concarneau, tu as su être solide et préserver un résultat. Contre Nice, pendant une demi-heure, tu rivalises. Je pense qu'ils sont capables, même contre Nancy, ils refont encore une bonne entame de match. Ouais. Bon, après, ils acceptent de subir. Alors peut-être qu'ils ne devraient pas, ils devraient continuer à mettre la pression. Et encore, il y a les cartons qui ne nous permettent pas d'avoir une bonne analyse. Moi, je pense que si tout s'aligne et qu'il y a Roland qui le répète, et ça c'est vrai, il faudra une dynamique. Il y a plein d'équipes comme Cholet, Sedan, qui ont réussi à avoir une dynamique positive au bout d'un moment dans la saison et qui ont basculé dans la première partie de tableau. Si le Puy arrive à un moment donné, quand le calendrier est favorable, à avoir son effectif au complet et à justement enchaîner peut-être 2 ou 3 victoires, tu vas tout de suite faire un bon au classement et dégager une certaine confiance. Et là, tu pourras entrevoir de belles choses. Mais ça peut être l'inverse aussi. C'est-à-dire que là, à mon avis, si tu sors pas bien des 2, 3 prochains matchs, tu te retrouves la tête sous l'eau. Thibaut. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il va falloir créer une série et il va falloir qu'elle arrive très vite, cette série. Parce que là, il y a plus d'équipes mauvaises. On voit Borgo qui se remet du match, qui a recruté encore ces derniers jours. Saint-Brieuc, depuis l'arrivée de Mokedem, c'est une très belle équipe. Quand ils viendront ici, c'est pas dit que le Puy soit favori. Donc là, il faut prendre des points vite. On a vu sur la première partie de saison que 3 victoires. Il faut des victoires. Il ne faut plus aller faire des 0-0, même si le contenu est intéressant ou autre. Il va falloir créer une série. Après, l'année dernière, la série de 10 victoires, je pense que personne n'y croyait.
Donc là, il n'y a pas besoin de 10 victoires, il suffit de 2-3 et on voit que le Puy peut gagner contre n'importe qui. Dans ce championnat, tu peux gagner, même ça se trouve, à Versailles vendredi. Donc ça peut arriver, il faut, et je pense que ça peut arriver très vite. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut que le Puy enchaîne 2-3 victoires pour basculer. Et puis j'ai envie de dire, le Puy, je pense aussi que le Puy se bat et est armé pour jouer le maintien. Quand on va arriver sur la fin de saison et qu'il y a des équipes comme Nancy, Châteauroux qui seront peut-être encore pas très bien, eux, ils risquent d'avoir beaucoup plus le feu parce que eux, ils sont vraiment plutôt habitués et plutôt, on va dire, favoris à jouer le tableau. Et des équipes comme ça, être à la limite de se dire on peut peut-être se retrouver en National 2. C'est pour des clubs comme ça, de ce niveau-là, ça peut être très compliqué et on joue pas la même façon que le Puy. Je pense, on sait que ça va être dur depuis le début de saison. On sait qu'on va jouer le maintien. On sait qu'on va se battre avec les autres équipes. Voilà, on le sait. Je pense que ça peut aussi, à un moment donné, pour le Puy, basculer dans ce sens-là en disant, bah, il y a des équipes qui vont, eux, ne sont pas habitués à jouer là et qu'à un moment donné, ça peut serrer les fesses et ça peut jouer en faveur du Puy. Après, il y a toujours aussi le paramètre en fin de saison qui peut être rageant, c'est que tu vas arriver à 3-4 journées de la fin, si c'est serré. Il y a des équipes qui seront dans le ventre mou. Bon, encore, il y a 6 descentes, donc il n'y en aura pas beaucoup. Mais des équipes qui sont larguées pour la montée, qui ne jouent plus rien. Et si elles lâchent des matchs ou qu'elles font tourner, il y aura aussi ces paramètres-là. Va falloir vraiment qu'il y ait une part de chance aussi qui se mette du côté du Puy, parce que sinon, ça va pas être possible. En tout cas, j'ai fait donc un sondage auprès des supporters. Je demandais, êtes-vous, croyez-vous au maintien pour le Puy? 66%, donc 2 sur 3, pensent que le Puy va se maintenir, malgré tout ce qu'on a dit. Ah ouais. Et, ils sont, ouais, j'ai été étonné, plus de 66% des sont interrogés et pensent que le Puy va se maintenir. Donc, on sent que, comme tout le monde, c'est pas loin en fait. On n'est pas loin de basculer. Il faut que maintenant, comme tu disais, Lucas, il faut que les planètes soient toutes alignées et que ça tourne en faveur, enfin, parce que comme tu dis, pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas trop de matchs qui ont tourné en faveur du Puy. Et c'était l'inverse l'année dernière, justement, si on refait le comparatif. Là, par contre, quand ça s'est mis à tourner du bon côté, il y avait des buts à la 92e de tous les côtés. Enfin, là, par contre, c'était parfait. Donc, ça se trouve, on aura un cas de figure un peu similaire, on l'espère. Ah, ça me fait penser à quelque chose pour que les matchs basculent. J'aurais pu le mettre dans les flops. C'est que je trouve que le Puy ne pèse pas assez sur les coups de pied arrêtés. Il y a eu un coup franc direct, peut-être, de Ben Fredge au Paris 13. Mais il y a quelques. Bon, je sais que c'est pas une équipe physique, le Puy, mais il y a quelques joueurs de taille. Je pense à Yanis Mbemba, Baptiste Guillot. Même Arsène Logo qui pèse, qui est quelqu'un d'imposant, qui est physique. Je trouve qu'on n'amène pas assez de danger et que ça peut permettre de débloquer des situations. Il y a des équipes qui arrivent en national dans des matchs serrés à ouvrir le score grâce au coup de pied arrêté. Et depuis, j'ai pas l'impression qu'il soit très dangereux sur ces phases-là. Et ça peut être une clé de la deuxième partie de saison. On a vu donc Sacha Delay arriver qui est capable de les tirer aussi. Donc à voir. C'est quelque chose sur lequel je serai attentif, moi, en deuxième partie de saison. En tout cas, moi, pour rebondir sur le fait que on entend beaucoup de critiques de part et d'autre, mais ça veut dire que le Puy commence à intéresser aussi. C'est aussi ça qui est la preuve. On fait une émission dédiée uniquement à eux. Je rappelle juste que le Puy, c'est 20 000 habitants et que seul Borgo et Avranches comptent 10 000 habitants. Le reste, c'est des agglomérations beaucoup plus grandes que le Puy. Souvent on oublie, les gens ont tendance à oublier et penser que demain le Puy peut jouer en Ligue 2. Non mais attendez, le Puy reste une petite ville moyenne en Haute-Loire, ça faut pas l'oublier, avec un budget qui est dans la moyenne. On en parlait tout à l'heure en off avec Lucas, c'est 2,5 millions, entre 2,5 millions et 3 millions, mais ça reste, on va dire, c'est pas en dessous des autres, c'est pas au-dessus, c'est dans, on va dire, la masse moyenne d'un budget moyen de national. Et c'est ce que je trouve des moments un petit peu durs, les gens, quand on les entend critiquer sur le Puy. Je veux dire, quand on voit Saint-Etienne à côté, qui est 18e avec un autre ferveur, un autre palmarès et qui galère, le Puy se retrouver en national. Pour moi, je trouve que les gens n'ont pas conscience que c'est quand même, je trouve, extraordinaire d'avoir une équipe de ce niveau-là en Haute-Loire qui évolue en national. Et ça, les gens, je le dis, vous l'oubliez souvent.
Et justement, sur ça, moi, je trouve vraiment le public de Massot est très, très dur. Et même pour en avoir parlé avec des joueurs, je me souviens d'une discussion avec Jerry Van Damme après la montée de 2019, où c'était un moment où le Puy enchaînait les victoires, où tout allait bien. Il me disait, bon, quand les mecs râlaient au bord du terrain alors qu'on est premier et tout. Et on le voit, mais à Massot, des fois, il y a des matchs où tout va bien, il suffit qu'il y ait une passe qui soit ratée. Le public est très, très dur à Massot. Ouais, Lucas puis aussi, ouais, c'est Roland qui prend beaucoup. Si on regarde aussi dans les commentaires, c'est lui qui ramasse le plus. Mais pourtant, ben, l'année dernière, moi le premier, en mars, quand tu es huitième, je suis loin de croire qu'il va réussir à jouer la montée. Mais pourtant, c'est ce qui fait la force de ce club. C'est lui-même le dit, c'est la stabilité. Le président, il a une confiance aveugle en lui et ça lui permet de construire. Donc là, il est en train, justement, cette première partie de saison, ça lui a permis de jongler. Il a dit, il veut créer des automatismes. Il veut qu'il y ait une dynamique qui soit en train de se mettre en place. Il n'y a pas d'urgence de points. Il sait que le président ne va pas le virer, même s'ils sont mal placés. oui. Et lui, il va tout miser encore sur son sprint final. Lui, il reste bien positionné. Il veut être dans le coup à la fin. Et il se dit que s'il est dans le coup à la fin, il y aura une carte à jouer et les joueurs seront capables de faire la différence dans le Money Time. Alors, c'est risqué, mais ça va peut-être encore payer. Ouais, je partage totalement votre avis. De toute façon, moi, quand on regarde tous les matchs du Puy, je trouve que par rapport à il y a 3 ans où là, j'étais très inquiet, sincèrement. Là, je trouve que le Puy, c'est un peu plus cohérent dans le jeu. Donc, j'espère que ça va tourner en leur faveur et qu'on aura toujours le Puy Foot en national l'année prochaine. Ça serait franchement, ça serait magnifique parce que qu'on le veuille ou non, ça tire les autres clubs du département vers le haut. Voilà. J'entends aussi des choses. Ouais, il n'y a pas un seul joueur du cru qui joue au Puy, c'est pas normal. Les gars, réveillez-vous. Il n'y a pas un joueur du coin qui est capable de jouer en national, qui a quel niveau pour jouer en national et voire même en national 2. Je suis désolé, mais là, il faut être au bord du terrain, il faut suivre pour le voir, parce que sincèrement, quand j'entends ça, ça me fait bondir. Les gars, réveillez-vous, quoi. Et puis, s'il y avait un super joueur, il ne serait pas ici, il serait dans un centre de formation, hein, il ne serait pas au Puy. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'espère vraiment qu'ils vont se maintenir et qu'on aura la chance l'année prochaine de voir encore le Puy qui s'est doté maintenant d'un super. J'avais pas une super pelouse, non. Plutôt non. Et ça peut être dans les flops, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais un super bel outil comme le Stade Massot, maintenant, qui est très agréable. Voilà, enfin, moi, en tout cas, j'espère. Je pense qu'ils vont, à mon avis, comme l'année dernière, avec la montée, ils sont arrivés à faire basculer du bon côté. Et ben, je pense qu'ils vont réussir, à l'inverse cette année, à basculer du bon côté pour le maintenir. En tout cas, j'espère. Ouais, et puis il y a une belle perspective. C'est que si tu te maintiens cette année, bon, il va encore falloir batailler l'année prochaine. Ouais. Mais tu peux faire partie de la Ligue 3 et puis d'ici une saison et demie pourrait devenir un club professionnel. Thibaut, pour Ouais. conclure. Et c'est ça l'enjeu pour tout le monde dans cette division. On le disait avant le championnat qui avait été relevé. On voit des équipes, enfin des promus qui arrivent déjà surarmés. C'est ça l'enjeu, c'est de rester à ce niveau avant la réforme, parce que on parle de la Ligue 3, mais on peut aussi parler de la N2 qui va passer à 3 poules. Ça va être très compliqué de remonter derrière. Bon, en tout cas, les gars, j'en profite pour vous remercier d'avoir fait partager votre avis sur cette première partie de saison du Puy. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un bilan en fin de saison avec cette fois, avec la certitude de revoir le Puy en national. En tout cas, merci Lucas, merci Thibaut pour votre analyse pertinente. Et puis moi, en tout cas, voilà, tous les amoureux du foot, du Puy Foot, continuez à aller soutenir le Puy et les autres équipes, les autres clubs. Hein. Voilà, on aura peut-être l'occasion de faire un point sur les autres clubs dans une autre émission, si le format vous plaît. Vraiment, en tout cas, personnellement, j'aime bien pouvoir interagir avec des mecs qui sont au bord du terrain, ou ça peut être des coachs, des éducateurs, des joueurs. Donc voilà, en tout cas, merci à vous deux. Et puis, je vous dis à tous à bientôt pour peut-être, et j'espère, une nouvelle émission sur notre football altiligérien qui se porte quand même très, très bien. Merci à tous et bonne soirée.